Après plus de 7 ans de guerre, l'Algérie accédait enfin à l'indépendance. Mais pour les Algériens, la liberté ne signifiait pas la démocratie. À la place, un nouveau régime politique prenait forme, fondé sur la domination militaire, l'uniformité idéologique et une profonde méfiance à l'égard du pluralisme. Au cœur de ce régime se trouvait Ahmed Ben Bella, un homme considéré par certains comme le héros de la libération, par d'autres comme l'architecte d'une nouvelle dictature. Le 15 septembre 1962, Ben Bella était élu président de la République avec 95% des suffrages, bien que la Kabylie s'abstint à 50%. L'ère de la personnalisation du pouvoir et du culte de la personnalité est de nouveau réintroduite dans les mœurs politiques de l'Algérie. Dans un entretien accordé à Philippe Herman du journal Le Monde, Ben Bella s'exclame « Vous voulez que je vous dise ? Eh bien, je suis la seule chance de l'Algérie. » D'autre part, l'abstention relativement importante de la Kabylie à l'élection présidentielle préfigure la dissidence de la Kabylie. Le premier gouvernement de Ben Bella est formé le 26 septembre 1962. Il est issu exclusivement du groupe de Tlemcen et comprend 4 ministres kabyles: Mohameddin Saïd, Ahmed Voumengel, Aamar Ouzien et Bachir Voumaza. Leur choix répond au point central du programme de Ben Bella, l'arabisation des Kabyles à travers l'islam et par des Kabyles. Par ailleurs, Ben Bella crée une distinction entre les soi-disant vrais militants, c'est-à-dire ceux qui l'ont rejoint à Tlemcen ou à Alger immédiatement après son installation, et les faux militants, c'est-à-dire tous les autres. Cette distinction détermine le choix des diplomates, hauts fonctionnaires, cadres supérieurs et intermédiaires, etc. Dépendamment du groupe auquel ils appartiennent, ils connaîtront des promotions ou des rétrogradations, des nominations ou des exclusions, des arrestations et même des tortures. À l'indépendance, toute revendication linguistique et culturelle qui crée une distinction entre les Arabes et les Berbères est dénoncée par la propagande officielle comme une stratégie de domination, tour à tour colonialiste, néocolonialiste, impérialiste, sioniste, etc. Le nouveau régime, appuyé par la presse arabe internationale, détient le monopole de tous les moyens d'information en Algérie. Le discours officiel est axé essentiellement sur le thème favori de Ben Bella. Nous serons toujours des Arabes et des musulmans. La personnalité arabo-islamique de l'Algérie ainsi sauvegardée et le danger de démocratie, de laïcité et de pluralité écartés, une course au pouvoir s'engage entre les deux principaux dirigeants, Ben Bella et Haïdar. Tandis que le premier se rapproche de la gauche, le second entend diriger le parti en s'appuyant sur les forces conservatrices religieuses. Le mois de Ramadan coïncidant avec l'ouverture de ce conflit, Haïdar exhorte les Algériens à le respecter scrupuleusement et à dénoncer les contrevenants. Il déclare à la radio que tout musulman qui ne pratiquerait pas strictement le Ramadan ne pourrait pas être considéré comme algérien. Ce conflit entre Ben Bella et Haïdar fait ressurgir un certain usage de l'islam qui va renforcer la lutte contre les idées laïcistes défendues essentiellement par les Kabyles. L'ordre moral islamique ressurgit avec force. L'idéologie officielle cherche à éliminer de la scène politique algérienne toutes les forces révolutionnaires démocratiques, laïques et pluralistes. L'opposition en langue nationale, l'arabe, et langue du colonisateur français, largement déployée par le régime algérien, refoule la dimension berbère de l'Algérie. Ce cadre dépeint les Kabyles opposés à l'arabisation comme francophiles, donc antinationaux, et les accuse d'être nostalgiques du colonialisme. Par ailleurs, l'isolement et puis la neutralisation de tous les opposants du pouvoir sont menés parallèlement par la police personnelle de Ben Bella, mise sur pied par les services secrets égyptiens et la sécurité militaire de Boumedienne, dirigée par le colonel Qasdi Merbah. Le journaliste français Jean-Louis Hurst décrit ce dernier comme la tête de file des Kabyles de service. Cette expression, Kabyles de service, désigne les Kabyles qui, détenant un poste de haut rang au sein du pouvoir algérien, participent directement à la subjugation de la Kabylie et à l'étouffement de la langue et de la culture kabyle.
En outre, le nouveau régime algérien est très influencé par l'Égypte. Alger vit tellement à l'heure du Caire que lorsque éclate le conflit entre Ben Bella et Khidar, ils ne vinrent pas devant le bureau de l'Assemblée vider leur querelle. Ils préférèrent l'arbitrage de l'ambassadeur d'Égypte. Après avoir critiqué, le 2 juillet 1963, la politique de dictature personnelle de Ben Bella, homme tout-puissant, aveugle et buté, Eid Ahmed traite de monstre constitutionnel le projet de constitution approuvé par les cadres du FLN et exhorte les citoyens réfléchis à dire non au régime chaotique de la médiocrité, de l'improvisation et de l'arbitraire. Eid Ahmed et une dizaine de députés, presque tous kabyles, se sont retirés de la scène politique avant que l'Assemblée n'approuve le 28 août, par 135 sur 194 voix, et ce sans modification, le projet constitutionnel gouvernemental. Cette première constitution de l'Algérie indépendante décrète l'arabisation de tout le territoire, et donc des Berbères dont les droits linguistiques et culturels sont niés. Voici certains articles de cette constitution. Article 2. L'Algérie est partie intégrante du Maghreb arabe et du monde arabe. Article 4. L'islam est la religion d'État. Article 5. La langue arabe est la langue nationale et officielle de l'État. Article 76. La réalisation effective de l'arabisation doit avoir lieu dans les meilleurs délais sur le territoire de la République. Pour les Berbères donc, il n'y a pas de différence entre l'Algérie française et l'Algérie arabe considérée comme une province de la soi-disant nation arabe. Dans les deux cas, leur existence historique est occultée et niée, leur langue et leur culture méprisées. Ce moment d'indépendance nationale pour le peuple algérien, la création d'un grand nouvel État, représente le fruit du travail dévoué et courageux du peuple algérien et de ses dirigeants, mené pendant de nombreuses années. Je les félicite. Nous vous souhaitons plein succès pour l'avenir, et je tiens à vous assurer de notre désir sincère de coopérer avec vous et vos dirigeants dans l'intérêt de la paix, de la prospérité et du progrès de vos concitoyens, des miens et de toute l'humanité. Après la déclaration d'indépendance de l'Algérie, les États-Unis furent l'un des premiers pays à reconnaître officiellement le nouvel État algérien. Cette reconnaissance rapide s'explique par l'intense travail diplomatique mené par les nationalistes algériens durant la guerre de libération, notamment par des figures kabyles comme Hussein Eid Ahmed et Mohamed Yazid. John F. Kennedy et son administration nourrissaient de grands espoirs pour cette Algérie nouvelle, qu'ils imaginaient évoluer sur le modèle américain, à la fois démocratique et pro-occidental. Le 15 octobre 1962, le président du Conseil algérien, Ahmed Ben Bella, est reçu à la Maison-Blanche par le président Kennedy. Cette rencontre symbolisait une volonté d'ouverture et de coopération. Cependant, quelques jours plus tard, Ben Bella se rend à Cuba pour rencontrer Fidel Castro, en pleine crise des missiles, au moment où le monde est au bord de la guerre nucléaire. Ce geste est perçu à Washington comme une provocation, voire une trahison, et marque le début d'un refroidissement des relations entre les deux pays. Il symbolise également l'orientation progressive de l'Algérie vers le bloc soviétique.